En sans fil, il y a deux choses qui existent. La première, c'est le sans fil classique, donc télécom, et puis le satellite qui vient se mettre là, et dont il va nous parler de la façon dont on met ensemble, dont on peut faire coopérer la nouvelle génération de la 5G avec le satellite. D'ailleurs, comment on va essayer de mettre les deux ensemble pour que ça soit maintenant fait de façon cohérente, de façon la plus belle architecturalement, au niveau de la réalisation et bien sûr des coûts. Si on le fait bien, les coûts seront moins chers. Donc l'idée, c'est de faire quelque chose d'intégré pour qu'on puisse utiliser les satellites à des coûts raisonnables. Bonjour à tous, bonsoir à tous. En fait, je suis Jacques Decroix, de l'IRT Saint-Exupéry. Alors, j'ai d'abord quelques mots sur cet institut en fait qui a été créé assez récemment, puisque ça date de 7 ans maintenant. D'abord, quelques mots sur l'IRT Saint-Exupéry. Donc, c'est un institut de recherche assez récent en fait qui finalement fait partie. Ça marche là? Ouais. Fait partie d'un écosystème, enfin d'un réseau finalement d'instituts de recherche qui s'appelle la FIT, la French Institute of Technology, donc créé il y a à peu près, disons maintenant, 7 à 8 ans. Donc regroupant effectivement différents instituts en France, il y a 7 instituts de recherche technologique et 8 instituts de recherche technologique, dont l'IRT Saint-Exupéry, et 7 instituts de transition énergétique. Donc, c'est des outils qui ont été créés par, je dirais, suite à une réflexion gouvernementale, je dirais, il y a quelques années, et qui visent finalement à, disons, faire le pont entre la recherche académique et la recherche et l'industrie, et booster finalement ce qu'on appelle le gap technologique qui existe entre les études qui sont à des TRL très très basses et les études faites au niveau industriel qui amènent à des produits. Et donc, on s'intéresse aujourd'hui à des études qui sont faites dans les TRL intermédiaires entre 3 et 6. TRL, je suppose que vous savez ce que ça veut dire, mais si je peux vous le rappeler, c'est les niveaux de maturité technologique. Voilà. Les IRT sont spécialisés dans certains domaines de recherche, en fait, et celui situé à Toulouse, l'IRT Saint-Exupéry, est plutôt, disons, dédié à la recherche industrielle dans les domaines de l'aéronautique, l'espace, les systèmes embarqués, la défense, en fait. Et donc, vous le voyez sur le petit schéma, il y a trois implantations régionales, une ici à Toulouse au niveau du B612, c'est le gros bâtiment qui est près de la rocade à Montaudran. Et ensuite, deux autres sites en fait, situés à Bordeaux et à Sophia Antipolis, à côté de Nice. On est organisé au niveau, je dirais, de l'IRT Saint-Exupéry en 4 axes de développement technologique, qui couvrent ce qu'on appelle les technologies plus vertes. C'est tout ce qui tourne autour de toutes les technologies qui permettent de réduire l'empreinte CO2 au niveau des transports, et en particulier là où il y a énormément d'activités autour des technologies électriques, technologies de puissance électrique, pour l'électrification des véhicules, en particulier bien sûr des avions, les technologies de fabrication avancée autour des matériaux, alors que essentiellement c'est pour des applications aéronautiques, mais il y en a d'autres. Également les technologies intelligentes autour de l'intelligence artificielle et aussi autour de la connectivité, et également un axe de recherche sur les méthodes d'ingénierie système appliquées au développement de systèmes. Voilà. Et donc, pour alimenter ces 4 axes technologiques, il y a tout centre de compétences. Et donc, moi, j'en suis plus particulièrement responsable d'un des centres de compétences qui s'appelle connectivité et capteurs intelligents. Donc, ça, c'est simplement une slide, un transparent qui resynthétise finalement ce qui a déjà été dit. Donc, je ne vais pas m'y étendre. Simplement, vous voyez en haut, au niveau du segment spatial, la pluralité des plateformes existantes aujourd'hui sur le marché, qui vont du picosatellite, donc que montrait tout à l'heure Pascal, jusqu'au très large satellite VHTS. Le segment sol, en fait, c'est tout le segment qui permet de faire la liaison entre les sources de données au niveau terrestre et les satellites. Et donc, le segment sol est je dirais,
divisé en plusieurs sous-segments. Le segment utilisateur, c'est celui dans lequel sont déployés les terminaux, en fait. C'est le segment des terminaux. Le segment d'accès, c'est le segment finalement qui permet de faire la liaison entre les réseaux sol vers le satellite. Et puis, vous avez le segment de mission qui est sur la droite, qui permet de faire le contrôle et la planification des satellites. Et donc ça, c'est le schéma global. Alors, évidemment, aujourd'hui, dans les systèmes de ce type, eh bien, on fait appel à une interface entre le sol et les satellites. On n'en a pas trop parlé, mais il existe aujourd'hui des standards, des protocoles standards qui sont utilisés. Alors, un de ceux qui est le plus utilisé, c'est le standard RCS2 DVB-S2X, qui est en fait un standard qui a été poussé par l'Europe, puisque c'est au sein de l'ETSI qu'a été fait ce standard. Alors, je passe à la slide suivante. Donc là aussi, également, ça a été présenté. Donc, je ne vais pas m'y étendre. C'était une comparaison entre les satellites Géo et Léo. Bon, j'ai passé un petit peu sous silence les satellites en ce qu'on appelle les MEO, les Medium Earth Orbit, puisqu'il y a très peu de représentants finalement qui font ça. Juste, je voulais simplement que vous vous focalisiez juste sur le tableau de droite, sur les performances technico-économiques, juste pour indiquer que, et vers le bas, en fait, et ça a été évoqué par Sandrine, hein, en fait, c'est l'aspect viabilité des deux types de technologies. Si vous prenez les satellites en orbite basse, eh bien, en fait, aujourd'hui, ce n'est pas prouvé. Ce n'est pas prouvé. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est que, notamment, que ça soit les constellations comme OneWeb, par exemple, qui a fait faillite à un moment donné. Hein, OneWeb a fait faillite et ils ont été repris. Donc, vous voyez que d'un point de vue, finalement, business plan, ce n'est pas forcément évident. Je peux prendre l'exemple aussi de constellations du passé, hein, comme le Skybridge et Télédésic, qui sont des Skybridge qui faisaient de l'accès à Internet. Ces deux constellations n'ont pas abouti. Donc, ça veut dire que, quand même, il y a un énorme risque au niveau des constellations. Ce n'est pas forcément la panacée. Je dirais qu'aujourd'hui, les seuls qui aujourd'hui, même celles qui existent depuis longtemps, comme Global Star, qui est une constellation pour de la téléphonie mobile, en fait, eh bien, même celle-ci, elle est passée par la faillite. Donc, Iridium, c'est pareil. Enfin bon. Alors, ils ne sont pas abandonnés parce qu'ils ont été repris par d'autres opérateurs avec des business models peut-être un peu plus, je dirais, plus solides. Voilà. Après, là, il y a quand même. Alors que dans les géos, effectivement, là, c'est beaucoup plus maîtrisé. Hein, les business plans sont beaucoup mieux maîtrisés et ils rencontrent quand même aujourd'hui un grand succès. Le seul problème qu'ils ont, c'est qu'ils sont assez loin. Et pour tout ce qui est trafic interactif, c'est pas comment l'instrument idéal. Par exemple, si vous voulez faire du gaming en utilisant un satellite géo, vous demanderez aux jeunes de faire du gaming sur une liaison géo, ça ne va pas marcher. Donc, le Léo semble être la technologie qui permet de mieux répondre à ça. Je vais passer assez rapidement ce qu'on en a parlé jusqu'à maintenant. Il y a eu plusieurs générations de constellations. Donc, on en a abondamment parlé, je ne vais pas m'y étendre. Alors, juste quand même, ça aussi, on en a parlé, c'est les challenges auxquels doivent répondre les constellations. En fait, il y a le premier challenge, c'est la complexité, effectivement, mais ça a été aussi évoqué. Donc, on a des systèmes finalement assez complexes avec des technologies embarquées complexes à mettre en œuvre. Alors notamment des antennes à balayage électronique qui vont être utilisées pour pouvoir pointer un segment au sol en paraissant finalement fixe pour le sol, hein, c'est-à-dire que voilà. Ensuite, on a les liaisons intersatellites pour permettre de connecter deux points éloignés sans avoir à passer par un nombre de gateways important au sol. Bon, voilà, les charges utiles processées. Donc, il y a quand même un challenge au niveau technologique assez important là-dessus. Bon, la viabilité économique, on en a parlé.
le coût des terminaux, quand même, qui est beaucoup plus élevé que pour les géos, puisque enfin, Sandrine l'a évoqué. Aujourd'hui, 1500 pour 1500 $ ou 1300, enfin, pour comment, le Starlink. Bon, ça, c'est le prix. On n'a pas le prix réel, on ne sait pas. Hein. Aujourd'hui, on ne le connaît pas. Aujourd'hui, c'est vendu à 500 $. Bon, mais s'ils n'arrivent pas vraiment à baisser le coût de ces terminaux, on peut se douter qu'il risque d'y avoir des problèmes au niveau business plan. L'impact environnemental, on en a parlé. Les aspects réglementaires, on en a également parlé, donc je ne vais pas m'y étendre. Simplement, ce qu'on peut noter, c'est qu'il commence à y avoir, on parlait de la FCC tout à l'heure, qui est finalement le régulateur américain, il a quand même aujourd'hui à faire face à des, disons, à une situation où ils sont obligés d'arbitrer entre plusieurs utilisateurs à des orbites différentes. Par exemple, le réseau Dish Networks, qui est un réseau qui fait de la télévision par satellite depuis très longtemps aux États-Unis, eh bien, il attaque finalement je dirais le Starlink à la FCC parce qu'il les accuse avec les nouvelles orbites qu'ils vont mettre en place à plus basse altitude que les 550 km qui existent aujourd'hui, eh bien, ça va polluer finalement le service télévision par satellite sur les États-Unis. Donc là, il y a vraiment un enjeu aussi de réglementation qui se pose. Alors, je vais parler maintenant de la 5G. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, aujourd'hui, depuis les années 80, en fait, l'apparition du mobile, enfin, ce qu'on appelait à l'époque le téléphone portable, le téléphone des voitures, eh bien, on a vécu plusieurs générations. Et donc, la première génération, les premières et deuxième génération, dans les années 80 à 90, on peut dire que c'est la génération de la voie mobile, c'est-à-dire que le seul trafic qui passait, c'était uniquement de la parole, enfin, du téléphone. Avec l'apparition des SMS et des MMS dans la 2G. On est passé ensuite, dans les années 2000 jusqu'à la fin des années 2010, à ce qu'on appelle l'ère de la donnée mobile, où là, de nouveaux services sont apparus, et en particulier grâce à l'apparition aussi je dirais des smartphones et aussi la montée en puissance des réseaux mobiles. Donc, ce qu'il faut savoir que là, c'est essentiellement le trafic qu'il va y avoir. Avant, c'était de la voix, maintenant, c'est essentiellement de la donnée. Et puis, on arrive aujourd'hui à ce qu'on appelle l'ère de la connectivité, ce que j'appelle l'ère de la connectivité tous usages, c'est avec la 5G. La 5G, donc, qui est représentée par le petit triangle que vous voyez là et que je vais développer un petit peu plus ici, dans la slide d'après. Donc, en fait, ce triangle, qu'est-ce qu'il signifie? C'est un triangle de services. C'est-à-dire que la 5G permet finalement d'offrir différents types de services. Les services qui sont mobiles large bande, qui sont en haut, là, Enhanced Mobile Broadband, qui sont en fait des services d'accès en fait à de la donnée à très haute vitesse, essentiellement pour des applications. Donc ça, c'est essentiellement ce qui est visé là, c'est essentiellement le grand public, hein, effectivement. Mais vous avez aussi deux autres aspects qui sont ce qu'on appelle le Massive Machine Type Communication, c'est-à-dire en fait les communications machine à machine qui sont essentiellement l'IoT, ce qu'on appelle l'Internet des objets. Voilà. Et le troisième, je dirais, sommet, c'est le service à grande fiabilité et faible latence. Et ça, ça c'est dans les réseaux terrestres, il est demandé de pouvoir offrir ces trois types de services, mais pas forcément avec des critères de qualité assez importants qui sont rappelés ici. Par exemple, le service Enhanced Mobile Broadband, c'est un débit de 20 gigabits sur le débit, je dirais, du réseau vers l'utilisateur et de 100 mégabits au niveau de l'edge. Donc, vous voyez, c'est des valeurs importantes. Et donc, en fait, ce qu'il est demandé à eux, c'est de pouvoir tenir ces éléments-là, mais pas forcément simultanément. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander forcément à un même segment de réseau de pouvoir tenir une latence de 1 milliseconde et puis un débit crête de 20 gigabits par seconde, par exemple. Voilà, ça, c'est important à comprendre. Et quelle est la place que peut prendre le satellite là-dedans? Eh bien, finalement, c'est pouvoir étendre la couverture des réseaux 5G, puisque aujourd'hui, ceux-ci ne couvrent que les zones
relativement denses. Et en fait, pour pouvoir couvrir les zones rurales, eh bien, le satellite permet de faire ce complément. Et ça a été tout justement dit tout à l'heure, il y a quand même 70% de la surface terrestre qui n'est pas couverte. Et malgré tout, il y a pas mal il y a des utilisateurs mobiles qui ont besoin d'avoir de la connexion de bonne qualité, même dans ces zones-là. Et donc, le satellite permet de le faire. Et donc, sur les 3 axes qui sont représentés dans ce triangle, eh bien, par exemple, le satellite va permettre, notamment l'axe du haut, enfin le sommet du haut, c'est-à-dire l'intégration du satellite dans la 5G, qui va permettre finalement à des smartphones de pouvoir accéder au réseau, même quand il n'y a pas de présence de réseau, dirons, terrestre. Il y a également l'aspect IoT, donc, qui a été présenté tout à l'heure par Pascal. En fait, l'IoT par satellite, c'est une réalité. C'est une réalité aujourd'hui. Bon, la seule chose, c'est qu'elle n'utilise pas les standards, le standard du 3GPP. Aujourd'hui, il y a des travaux justement pour pousser dans cette direction-là. L'idée, c'est pourquoi on veut pousser les services en utilisant un standard unique, parce que les fréquences, je dirais, sont données au niveau des pays, et elles sont allouées dans chaque pays du monde. Et en fait, une fois que vous avez le service qui tourne sur un pays, vous pouvez assez facilement le transférer à d'autres zones géographiques. Il n'y a pas de problème de fréquence particulière à résoudre. Et en fait, le dernier axe, c'est ce qu'on appelle les verticaux. Et ça, en fait, c'est tout ce qui touche, disons, les services, les nouveaux services qui apparaissent, comme l'e-santé, la robotique, les véhicules communicants, les véhicules autonomes. Et bien là aussi, le satellite peut avoir un rôle, et en particulier dans le cadre des constellations en place, les latences qui vont être proposées dans ces réseaux-là peuvent être compatibles de certains nombres de services terrestres de ce type. Alors, donc, juste pour rappeler que, effectivement, ce type de service par satellite touche d'abord les utilisateurs dans des zones reculées. Donc, en particulier, j'ai été il y a quelques années en Guyane, par exemple, dans la jungle, il y a par exemple des écoles, enfin, on est en France, hein, il y a des écoles, mais ils n'ont aucun moyen. Avec cette technologie-là, bon, à condition qu'ils soient assez dégagés, ben, ils auront la possibilité de se connecter comme n'importe quelle école en France. Donc ça, c'est quand même une chose importante à noter. La continuité de service pour les gens qui sont dans des zones où il n'y a pas de connexion, mais qui ont un standard de vie plus élevé. Hein, eh bien, on veut toujours avoir accès aux mêmes applications et n'importe où on se trouve. Donc là, le satellite permet de le faire. Et puis enfin, il y a un dernier axe, ce qu'on appelle les marchés verticaux. C'est probablement l'axe dans lequel il y aura le plus de business. En fait, la 5G, c'est pas uniquement une augmentation de la capacité vers les utilisateurs finaux, les gens qui utilisent leur smartphone, c'est aussi l'ouverture à des opérateurs, ce qu'on appelle les opérateurs, les marchés verticaux, et notamment ce que peu de gens savent, c'est que aujourd'hui les opérateurs, enfin les industries ou les transports, etc., peuvent devenir leurs propres opérateurs. Et ça ouvre une dimension supplémentaire qui permet en fait d'offrir des services sur mesure pour ce type d'utilisateur. Alors, comment on a introduit finalement le satellite au niveau de la standardisation? Alors, standardisation, je rappelle, c'est l'organisme 3GPE, le SORD, Global Partnership Programme. Hein, donc, c'est en fait une association d'organismes de normalisation qui ont décidé de légiférer sur les communications mobiles. Donc, ça a démarré avec la 2G. Hein. Et en fait, donc aujourd'hui, ce qu'ils ont introduit dans le standard, et à partir de la release 15 du standard, c'est une release qui était, on parle finalement en release, c'est-à-dire tous les 1 an et demi ou tous les 2 ans, il y a une nouvelle release qui sort, et cette nouvelle release introduit de nouvelles fonctionnalités. Et donc, dans les années 2015-2016, on a commencé à parler de l'introduction du satellite dans les réseaux mobiles. Et donc là, ça vous offre une perspective
quels sont, quand on parle de réseau non terrestre, quels sont les éléments qui peuvent intervenir dans un réseau. Ça peut être des réseaux satellitaires, mais ça peut être aussi des stations haute altitude, donc ce qu'on appelle les HAPS, c'est ce qui est représenté par un ballon. Ça peut être aussi des avions, ça peut être aussi des UAV. Donc en fait, les réseaux non terrestres, c'est pas uniquement le satellite, c'est aussi tous ces autres véhicules. Alors, les cas d'utilisation, des cas d'usage du satellite, les use cases. Donc, je vais être très rapide. En fait, ce qu'on appelle le déport de station de base, on en a parlé tout à l'heure. C'est un service tout à fait classique qui existe aujourd'hui dans les réseaux mobiles. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir je dirais, d'être compatible du standard 5G pour pouvoir faire ce service-là. Et puis, ce que vous avez sur la droite, c'est des services qui finalement intègrent le satellite dans les réseaux, simplement parce que en fait, ils vont utiliser les mêmes formes d'ondes, les mêmes interfaces légèrement modifiées que celles qui sont utilisées dans le réseau terrestre. C'est ça la grande différence avec ce qui existe aujourd'hui dans les constellations classiques. C'est que dans ce cas précis, en fait, pour pouvoir bénéficier finalement de tous les avancées qui existent au niveau technologique dans le domaine des mobiles, on va essayer d'utiliser les mêmes interfaces avec des adaptations. Et c'est tout le travail qu'il fait au standard, c'est pour permettre justement de faire cette adaptation. Donc, alors, en fait, ce schéma représente finalement ce qu'on cherche à faire. Dans les phases précédentes, eh bien, on avait des réseaux d'accès par satellite et des réseaux terrestres. Chacun était optimisé indépendamment. Aujourd'hui, on est dans une phase d'intégration dans laquelle on cherche à faire une conception conjointe optimisée dans le cadre du standard pour prendre en compte la couverture par satellite. Et après, on commence à parler maintenant de 6G, c'est d'avoir une banalisation complète de l'accès satellite dans les réseaux. Donc finalement, quand vous prendrez votre téléphone, vous ne saurez pas par où vous allez passer. Vous allez passer soit par un réseau terrestre, soit par le satellite, en fonction de là où vous vous trouvez, et vous ne verrez pas de différence. C'est ça l'objectif. Donc, alors, je vais passer rapidement. Ça, c'est l'état de la standardisation. Donc, aujourd'hui, on en est la release 17 du projet. Ça se termine normalement mars 2022, les travaux, et on attaque maintenant la release 18. Donc là, en deux mots, très rapidement, la release 17, on s'intéressait en fait aux satellites transparents, c'est-à-dire charge utile extrêmement simple, en fait, dans lequel il n'y a pas de traitement à bord. La release 18 s'intéresse en fait aux charges utiles processées, où en fait, on va schématiquement embarquer directement une station de base au niveau du satellite. C'est-à-dire qu'au lieu vous allez avoir un réseau avec des stations de base terrestres, puis vous aurez des stations de base embarquées à bord des satellites qui vous permettront d'avoir accès aux services là où il n'y a pas d'infrastructure. Donc là, je vais passer rapidement. C'est toutes les architectures qui sont évoquées au standard. Donc l'architecture, ce qu'on appelle le terminal, le user equipment, c'est le terminal utilisateur. La GNB, c'est la station de base, c'est la station de raccordement. Et en fait, le cœur de réseau, c'est le réseau en fait qui permet d'authentifier, de sécuriser les communications, de gérer les communications. Et le réseau d'accès et le réseau de données. Quand si vous voulez accéder à Internet, vous allez directement par là. Voilà, donc ça c'est, je dirais, les différentes architectures qui ont été étudiées pour tenir compte du passé également des technologies passées au niveau satellite. Bon, alors, très rapidement, et j'en termine pour 2 slides, en fait. Donc, il y a des technologies qui sont en jeu dans cette affaire-là. Côté réseau, il y a un changement important au niveau de ce qui se fait actuellement au niveau des architectures de réseaux d'accès par satellite. Là, comme on s'intègre dans des réseaux, je dirais, de mobile, avec tout un écosystème déjà existant, il y a effectivement l'idée, c'est de réutiliser tout cet écosystème. Donc, il y a un certain nombre de changements de mentalité à faire au niveau technologique pour les fournisseurs de technologies par satellite. Et donc là, j'en ai listé un certain nombre. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas le temps, mais sachez qu'aujourd'hui, il y a vraiment un tournant à utiliser ces technologies de logiciels
pour mettre en place des réseaux d'accès par satellite qui soient compatibles de la mobilité 5G. Et puis, côté segment spatial, on en a déjà parlé également. Ça nécessite, je parlais de plateformes embarquées, de plateformes d'accès, qu'on appelle les stations mobiles GNB, en fait, qui nécessitent finalement du traitement à bord. Et donc là, on a besoin d'avoir accès à des plateformes qui ont des capacités de traitement numérique et de téléchargement pour pouvoir faire des évolutions logicielles au fil de temps. Alors, feuille de route stratégique. Alors, désolé, j'ai pas parlé du CNES, mais là, on est dans un domaine où c'est plutôt les acteurs européens qui sont challengés. Il faut savoir quand même que le satellite, ça représente une toute petite partie des acteurs satellites, ça représente une toute petite partie des gens qui font de la standardisation au 3GPP sur les mobiles. Et donc, on a besoin du support des agences, et en particulier l'ESA, qui pousse énormément pour faire émerger, pour que les intérêts de l'industrie satellitaire européenne, qui sont quand même importants, eh bien, soient préservés dans ces travaux de standardisation. Et donc, il y a plusieurs aides qui sont mises en place, en particulier ils financent des démonstrateurs technologiques pour pouvoir faire des essais, pour valider des concepts, etc. Et également, il y a des groupes de travail qui sont subventionnés par l'ESA pour pouvoir faire des propositions, en fait, dans les organismes au niveau du 3GPP. Donc, je vais passer rapidement. Et enfin, dernière slide, perspective, en fait. Bon, on a vu jusqu'à maintenant beaucoup de constellations, en fait, disons, venant soit de Chine, soit des États-Unis. Il faut savoir qu'en Europe, quand même, il y a une approche un peu différente. Aujourd'hui, il y a déjà des constellations qui existent, qui sont pour la navigation, donc Galileo, et puis l'observation de la Terre Copernicus. Thierry Breton, qui est le commissaire européen en charge de toutes des activités, en fait, industrielles, en fait, finalement, défend l'idée d'avoir une constellation européenne qui soit, je dirais, souveraine, en fait. Mais aujourd'hui, on a très peu d'informations là-dessus. Est-ce que ça verra le jour? En tout cas, on parle beaucoup d'accès à l'Internet, mais est-ce qu'il y aura un volet aussi autour des réseaux mobiles? Aujourd'hui, de constellations avec des stations mobiles embarquées, il n'y en a pas. C'est vraiment ça qu'on cherche à faire. Et puis enfin, la 6G, eh bien, la 6G, on va travailler non pas uniquement sur le satellite, mais aussi sur les autres moyens. Et en particulier, là, j'ai pris deux exemples de drones, de plateformes haute altitude. Alors, pour pas faire de jaloux, j'ai mis une plateforme Thales et une plateforme qui est à gauche, la plateforme Stratobus, et la plateforme à droite, la plateforme de Airbus Defence and Space, Zephyr. Vous voyez, c'est deux concepts différents, mais ces plateformes peuvent servir de relais de communication pour les futurs réseaux mobiles.